C'est le grand rendez-vous de l'information sur ESAE TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Voici le sommaire. Une enquête approfondie diligentée par le gouvernement du président Patrice Talon pour situer la responsabilité et l'implication du greffier de 2011 à 2017 du tribunal de première classe de première instance et plusieurs nominations au Conseil national de l'éducation CNE sont entre autres les décisions retenues au cœur du Conseil des ministres de ce jour. Tous les détails au cours de ce journal. Un atelier de discussion sur le plan stratégique du programme alimentaire mondial PAM 2019-2023 au Bénin se tient depuis ce matin au Bénin Marina Hotel. À suivre donc dans ce journal le point du lancement de cet atelier. La Confédération africaine de football CAF a procédé à la répartition des 24 sélections nationales qualifiées pour la CAN Égypte 2019. Le Bénin est logé dans le chapeau 4. Il s'appelle Paul-Marie Wessou. Il a brillamment été consacré docteur à l'issue de la présentation de l'essentiel des résultats de ses recherches liées à la gouvernance au cours d'une soutenance de thèse à Abomey-Calavi le vendredi 22 mars dernier. Il nous en dira plus dans un instant. Comme je l'annonçais en titre, nous recevons sur ce plateau Paul-Marie Wessou. Il est enseignant-chercheur. Il a soutenu sa thèse de doctorat sur le thème esthétique de la gouvernance d'État, une critique de 4 pièces théâtrales de Wole Soyinka, le vendredi 22 mars dernier, à l'université d'Abomey-Calavi. Monsieur Paul-Marie Wessou, bonsoir. Bonsoir. Alors, présentez-nous brièvement votre thème. Donc l'esthétique de la gouvernance, une critique de 4 pièces théâtrales de Wole Soyinka, c'est un thème de recherche qui, disons, a été conduit depuis 6 ans dans le domaine des études littéraires, un peu pour, disons, reprendre les théories de la gouvernance. Il s'agissait de revisiter toutes les théories de la gouvernance et de voir s'il n'y avait pas une dimension manquante. Et donc j'en suis arrivé à trouver cette dimension manquante et à trouver la théorie qu'il convient à appliquer à ce thème pour pouvoir, disons, maintenant dégager une nouvelle théorie sur la gouvernance. C'est un peu ce travail que j'ai fait et qui a été présenté le vendredi 22 mars à l'université. D'accord. Parlant justement de gouvernance, quelle est la différence entre bonne gouvernance et gouvernance esthétique? Bien. La gouvernance, la bonne gouvernance, c'est donc cette notion qui a surgi dans les années 90. Souvenez-vous, avec Kofi Annan comme secrétaire général des Nations Unies et qui était donc, disons, perçu comme une nouvelle façon de voir la gouvernance en Afrique et dans les pays développés pour leur permettre de se développer. Mais chemin faisant, on a constaté d'abord que les acteurs ne s'entendent même pas sur ce que ça veut dire la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, c'est quoi pour les Français, c'est quoi pour les Américains? Si vous les prenez, vous allez voir, chacun définit la bonne gouvernance suivant sa manière. Et ce qui est constaté le plus, c'est que la bonne gouvernance, ce concept fait référence surtout à la question institutionnelle. Il y a bonne gouvernance lorsque les institutions fonctionnent normalement, lorsque le gouvernement fonctionne normalement et lorsque, donc, un certain nombre de critères que chaque acteur définit, disons que ces critères-là sont respectés. Et ces critères sont devenus des conditionnements de l'aide. Et donc, vous comprenez que la bonne gouvernance comme concept n'est pas une notion fixe que nous pouvons donc dire qu'elle ressemble à ci ou ça. Et c'est donc cette variabilité de la notion de la gouvernance, de la qualité de la gouvernance. En fait, moi, je parle plus de la qualité de la gouvernance. Et cette variabilité de la qualité de la gouvernance, c'est sur ça que je me suis penché. Et quand vous faites un peu la recherche, vous constatez qu'on peut parler de bonne en matière de qualité, comme on peut parler d'esthétique, comme on peut parler de vilaine,
comme on peut parler de mauvaise gouvernance. Donc, moi, dans ma recherche, j'ai constaté que la gouvernance esthétique est celle, franchement, qu'il convient d'adopter aujourd'hui par rapport à la bonne gouvernance. Alors, la différence, elle est très simple. La bonne gouvernance, donc, se focalise sur les institutions. Les institutions comme le Parlement, comme le gouvernement, est-ce que ça fonctionne bien? Mais cette gouvernance, cette bonne gouvernance, ce concept, n'intègre pas l'appréciation du citoyen qui reçoit l'effet de la gouvernance, n'intègre pas cette notion-là. Et alors, donc, la gouvernance esthétique fait appel à la représentation. Comment celui qui gouverne, comment ceux qui gouvernent, puisque il ne s'agit pas que du chef de l'État, mais de l'ensemble de la classe politique qui exerce une fonction publique, comment est-ce que ces personnes-là représentent les citoyens, représentent l'aspiration nationale, représentent la culture nationale, représentent tout ce qui est, disons, commun à nous tous. Voilà. D'accord. Puisque vous parlez de gouvernance esthétique, qu'est-ce que votre théorie peut apporter de façon pratique à la gouvernance en CRIF aujourd'hui? Bien, la gouvernance esthétique apporte ce pan qui manque à la gouvernance, disons, à la bonne gouvernance. Ce pan, c'est que désormais, il faut tenir compte de la variable humaine. Qu'est-ce que c'est la variable humaine? La variable humaine, c'est comment celui qui exerce le pouvoir l'exerce. C'est un peu comme la bonne gouvernance nous présente la gouvernance un peu comme si vous prenez un avion d'ici pour aller à Lomé et vous ne tenez pas compte de celui qui conduit l'avion. Et la gouvernance esthétique maintenant nous dit, oui, vous devez aussi focaliser l'attention sur celui qui conduit l'avion. Donc, il y a l'institution avion qui se déplace et dont il faut s'assurer qu'il y a un certain nombre de conditions qui sont remplies, mais il y a aussi celui qui conduit donc l'avion et donc la variable humaine dont il faut tenir compte, et c'est ça que la gouvernance esthétique apporte à la notion de gouvernance. Ce qui fait que on peut dire aujourd'hui que si nous parlons de gouvernance esthétique, la définition, le concept est plus complet que la gouvernance, la bonne gouvernance. Voilà. D'accord. Alors, avant de boucler cet entretien, aurez-vous un dernier message à passer, un message? Oui, un message, c'est que je pense qu'il faut que nos pays aillent vers la gouvernance esthétique. La gouvernance esthétique n'est rien d'extraordinaire, rien de nouveau. Elle est cette gouvernance basée sur le fait de considérer que nous agissons, nous gouvernons, nous prenons des décisions, nous mettons en œuvre des politiques en tenant compte de l'aspiration collective, en tenant compte du citoyen qui subit l'action politique ou l'action publique que nous déployons. Et donc la gouvernance esthétique, comme je l'ai dit par ailleurs, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Si vous prenez par exemple des pays, dans certains pays, on mesure quelle est la cote de popularité du président. Cette mesure simple de la cote de popularité du président indique l'appréciation que le citoyen fait de ce que le président fait. Et c'est ça les éléments de la gouvernance esthétique, la gouvernance qui est basée sur la représentation de celui qui incarne l'action publique ou le pouvoir public. Merci, M. Ressou, d'être passé sur notre plateau et merci pour les explications sur la gouvernance esthétique. Merci à vous aussi. À la suite des malversations imputées au greffier du tribunal de première classe de première instance de Cotonou, le gouvernement du président Patrice Talon a entrepris de réaliser une enquête approfondie afin d'appréhender l'exhaustivité des prévarications commises. C'est l'une des grandes décisions prises lors du conclave gouvernemental de ce mercredi 27 mars 2019. Pour plus de détails, je vous invite à suivre le ministre de la Culture, du Tourisme et des Sports, Oswald Omeki. Il est au micro d'Abdel Kader Achirou et d'Anifat Boukari. Au titre des communications, audit de la gestion du service du greffe du tribunal de première instance de première classe de Cotonou au titre des années de 2011 à 2017.
À la suite des malversations relevées au greffe du dit tribunal, lors de la passation de service entre le greffier en chef entrant et le greffier en chef sortant le 9 mars 2018, le gouvernement a entrepris de réaliser une enquête approfondie aux fins d'appréhender les hostilités des prévarications commises. Une commission a été mise en place à cet effet. Celle-ci a rendu son rapport dont il ressort que les montants distraits par l'ex-greffier en chef, Maître Abou Seydou, entre 2011 et 2017, se chiffrent au total à la somme de 3 milliards 183 447 286 francs CFA au lieu d'1 milliard 515 550 331 francs CFA initialement découverts. Prenant acte du dit rapport, le Conseil a instruit le ministre de l'Économie et des Finances de mettre l'intéressé en débet et de faire procéder périodiquement au contrôle des institutions judiciaires par l'Inspection générale des finances en rapport avec l'Inspection générale des services judiciaires. Le ministre de la Justice, quant à lui, veillera à l'aboutissement des poursuites engagées contre le mis en cause. Par ailleurs, il fera organiser des formations en gestion financière et comptable à l'intention des greffiers en chef, puis procédera à la mise en place, en liaison avec le ministre de l'Économie et des Finances, d'une comptabilité formelle et d'un manuel de procédure pour la gestion financière des activités de greffe. Négociations pour la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage déléguée dans le cadre des études et du suivi des travaux au niveau de certains hôpitaux en République du Bénin. Par la mise en œuvre de son programme d'action, le gouvernement œuvre à promouvoir un système de santé performant, offrant des soins de qualité et accessibles à toute la population. Toujours au cours de ce conclave gouvernemental, plusieurs nominations ont été prononcées au Conseil national de l'éducation CNE. Je vous invite à suivre à nouveau le ministre de la Culture, du Tourisme et des Sports, Oswald Omeki. Au titre des mesures individuelles, les personnes dont les noms suivent sont nommées pour siéger au Conseil national de l'éducation CNE. Il s'agit de, au titre des membres désignés par le président de la République, M. Ahonayon Noël Bagiti, M. Rémi Guédégué, M. Cyril Goubedji, cumulativement avec ses fonctions actuelles, M. Semburo Orubu. Au titre des membres désignés par les ministres, M. Bienvenu Komaklo, Alain Dossou Hunlei, Choponhwe Chenyinoubo Marc Bodekon, Gervais Kisezouno, Vincent Wessou, André Asogba Sovi Guidi. Au titre des membres sélectionnés par appel à candidature, Mesdames et Messieurs, Akwemao Francis Vidien-Lopon, Lucille Christelle Ouassa, Nathalie Madeleine Odile Togbe, Kokou Rigobert Tossou, Thomas Simbosa Chao, Fegbenou Benoît Sossou, Raoul Christian Adekou, Corvi Gabriel Boko, Boja Martin Wensou, Ibitobi Victorin Abatan, Sossou Étienne Awanka, Aline Crescencia Chakwe Lawson. Au titre des membres sélectionnés par élection, Messieurs Prosper Gandaro, Théophane Ayi, Bruno Aoudou, Pierre d'Alcantara Zokli, Brice Gado Lafia et Albert Massénon. Par ailleurs, M. Timoléon Ahouanivo a été retenu comme secrétaire exécutif du CNE au terme du processus de sélection par appel à candidature. Enfin, M. Ahonayon Noël Bagidi est nommé président du Conseil national de l'éducation. Le programme alimentaire mondial PAM organise depuis ce mercredi 27 mars 2019 un atelier de discussion sur le plan stratégique du PAM au Bénin 2019-2023. L'événement, qui a eu lieu en présence de la représentante du ministre d'État chargé du plan et du développement, s'est déroulé à Bénin Marina Hotel. Corriger l'insécurité alimentaire
et la malnutrition aiguë. Voilà entre autres les objectifs de cet atelier de 3 jours initié par le Programme alimentaire mondial. Un atelier de travail et de discussion pour la mise en place du plan stratégique 2019-2023. Les activités ont été officiellement lancées par la directrice de cabinet et représentante du ministre d'État chargé du plan et du développement. La précarité et la vulnérabilité de nos populations renforcent davantage les contraintes qui se posent à elles, dont certaines des plus importantes se trouvent liées à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Au Bénin, l'insécurité alimentaire touche 34% de notre population et 45% des décès de nos enfants de moins de 5 ans est dû à la malnutrition chronique. Et ce taux, mesdames et messieurs, se situe largement au-dessus des 30% jugés critiques par l'OMS. Au cours des 3 jours de cet atelier, vous aurez à vous approprier le plan stratégique pays du PAM, ainsi que de son plan opérationnel et de gestion pour la période 2019-2023. Je vous invite donc à l'alimenter, à l'enrichir, de manière à ce que le rapport final du présent atelier reflète au mieux l'idée que le Bénin se fait de ce que doit être la coopération et le partenariat avec le PAM, afin que d'ici 2030, la faim et la malnutrition soient totalement et définitivement hors de notre pays. Le représentant du PAM au Bénin n'a pas manqué de mettre l'accent sur la nature du plan stratégique 2019-2023, un programme dont la différence réside, selon lui, dans la spécificité et l'originalité. Le plan stratégique du PAM s'aligne sur les priorités nationales et prend en compte les résolutions et recommandations de la revue stratégique Fin Zéro qui a été conduite ici au Bénin l'année passée. Ce plan stratégique s'articule autour de 3 activités clés, je dirais principales, avec comme point d'entrée le programme d'alimentation scolaire. Sachant qu'autour des cantines scolaires, nous avons les questions liées à la production agricole, les questions liées à la nutrition, les questions liées à l'hygiène, les questions liées à la transformation des produits, les questions liées à la santé, les questions liées plus particulièrement à l'éducation. Tous les secteurs sont concernés. Ce qui veut dire que chacun de nous ici est appelé à s'assurer que nous aurons à la fin un programme véritablement intégré avec des synergies créées et renforcées ici et là, de façon à ce que l'impact de ce plan ne se limite pas qu'à l'école, mais qu'il soit ressenti au niveau de toute la communauté. Rappelons que le plan stratégique 2019-2023 a déjà été présenté au ministère d'État chargé du plan et du développement la semaine dernière. Les travaux se poursuivent donc et permettront aux participants d'avoir une bonne connaissance des plans du PAM et se les approprier. Le représentant du PAM au Bénin est revenu sur les contours du plan stratégique alimentaire 2019-2023. Il en a exposé les avantages et l'importance pour un meilleur développement local. Il est au micro de Dorcas Gamagba et de Christian Thomas-Imena. Le plan stratégique, en fait, c'est un cadre de programmation des activités du PAM dans le pays. La spécificité, c'est le fait que ça prend un ensemble d'activités qui constituent les priorités pour le PAM, mais qui s'alignent sur les priorités nationales et qui devraient être mises en œuvre durant 5 ans. Donc nous parlons ici d'un plan stratégique qui part de 2019 à 2023 et qui constitue l'ensemble des interventions du PAM dans le pays pour cette période bien déterminée. Il est bâti sur le programme national de développement, il y a aussi le PAG et il tire aussi sa source suivant les résolutions et recommandations de l'examen stratégique Fin Zéro qui a été conduit ici au Bénin en 2018. Donc le PAM, sur la base de ces programmes, il y a aussi le plan cadre des Nations Unies pour le développement. Donc sur la base de ces différentes priorités, le PAM a essayé d'établir les actions, les interventions pour pouvoir attaquer un front, c'est le front sur l'insécurité alimentaire. Donc le gouvernement a pas mal d'axes développés et qui concernent directement les questions liées à la nutrition et à la sécurité alimentaire. Tout l'effort, toute l'action va être mis autour des cantines scolaires, mais avec des activités tout autour.
s'assurer que les interventions qui sont là, c'est pour renforcer le programme des cantines scolaires, le rendre durable. Il y a aussi un volet renforcement des capacités au niveau local. Le PAM a pensé que pour les 5 ans à venir, il fallait mettre beaucoup plus de l'accent sur comment rendre ce programme véritablement intégré. On parle d'intégrer. Intégrer, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un ensemble d'activités autour des cantines scolaires pour que le programme lui-même soit fiable, viable et durable. Le but, c'est qu'à la fin, que le programme des cantines scolaires ne disparaisse pas. Voyez-vous que les enfants sont maintenant habitués à manger, vous voyez l'ambiance, vous voyez tout ce qui se passe autour des écoles. Il faut maintenant consolider cela. C'est comme ça que les cantines scolaires seront comme une porte d'entrée, mais tout autour, on va les lier avec la production agricole, avec des questions liées à la nutrition, avec des questions liées à l'hygiène alimentaire, à la santé, à l'eau, à l'assainissement. On va faire beaucoup l'apprentissage pour amener à définir un modèle propre pour le Bénin. Il ne faut pas toucher ici, vous faites un petit projet là, vous faites un autre là-bas, et ces projets ne sont pas liés entre eux, c'est des efforts dispersés. Il faut plutôt choisir un programme et tourner tout autour du programme pour un plus grand impact. À la fin, on ne parlera plus que de programme d'éducation, mais on parlera de programme de protection sociale. Parce que les enfants auront leur part, les producteurs aussi auront leur part. Il y aura aussi des créations d'emplois parce qu'il faut produire, il faut transformer, il faut écouler. Alors on veut que l'impact aille au-delà des enfants et que ce soit toute la communauté qui en tire profit. Et c'est ça la différence avec ce plan stratégique. Ouvrons à présent une page mystère dans ce journal. Encore appelée reine des eaux, la divinité Mami Wata, selon les croyances populaires, a été découverte par un peuple pêcheur du Ghana lors d'une partie de pêche. Mami Wata s'est en effet vue capturée dans les filets de ces pêcheurs qui, intrigués par cette créature étrange à leurs yeux, n'ont pas eu d'autre idée que celle de la tuer. Pour une meilleure connaissance de l'histoire de la Reine des Eaux, je vous propose de suivre Runogan Tchetoula Adodo, reçu par Jacques Maouyon d'Almeida sur l'émission hebdomadaire Au cœur du mystère du vendredi 22 mars dernier. Le culte, la divinité Mami Wata fait partie des divinités du panthéon des divinités béninoises. Et elle est de la famille, si je peux parler ainsi, de la famille Dan. Étant donné que il n'y a pas de déchus, sinon que nous aussi, les êtres humains, nous sommes déchus alors, parce qu'on s'est retrouvés sur la terre. Ce n'est pas parce que les autres se sont retrouvés dans l'eau et que nous autres, nous avons la chance d'être sur la terre qu'on va appeler ceux de l'eau déchus. Et s'ils sont déchus, alors qu'est-ce qu'on peut dire aux poissons que nous mangeons, qui sont de la mer, d'accord? Ce n'est pas vrai, au fait. C'est des gens qui parlent de la chose et qui ne maîtrisent réellement pas de quoi ils parlent. Au fait, vous savez, Dieu, créateur de l'univers, a mis un plan, un chronogramme dans la vie. Et je peux vous dire que la vie visible, c'est le reflet de la vie invisible. D'accord? Alors, dans cette invisibilité, il y a des entités qui gouvernent comme dans la visibilité, nous les êtres humains, nous gouvernons. Alors, c'est dans cette gouvernance-là que Mami Wata a eu cette chance de gouverner la mer. Au fait, c'est ça. C'est l'entité qui gouverne la mer et non une entité négative qui est déchue de quelque part et se retrouver dans la mer. Non, ça c'est du mythe. Étant donné que le monde est évolutif, il faudrait qu'on accompagne le monde. Alors, il s'est fait qu'aujourd'hui, quand quand Mami Wata te prend, nous avons la possibilité aujourd'hui de t'initier à cette divinité sans être scarifié, sans être qu'on ne touche rien sur ta peau, mais tu serais une adepte en bonne et due forme et tout va bien.
Alors que par rapport à nos aïeux, à nos ancêtres, c'était, ils disaient, Danwewe, Danwewe, Roumedan. Voilà. Et puis, si ces rituels vont être faits, il faut s'attendre nécessairement à ce qu'on te scarifie. Donc aujourd'hui, nous ne sommes plus dans cette dynamique. Avant de refermer cette édition du sport, Coupe d'Afrique des Nations CAN Égypte 2019. Depuis dimanche dernier, les 24 sélections nationales qualifiées pour le tournoi sont connues. La Confédération africaine de football CAF a procédé à la répartition de ces équipes dans les chapeaux en vue du tirage au sort de la phase de groupe. Le Bénin est logé dans le chapeau 4. Dans ce chapeau, le Bénin est en compagnie de la Mauritanie, de la Namibie, du Kenya, de Madagascar et de la Tanzanie. Égypte, le pays organisateur, est dans le pot 1, celui des têtes de groupe. Les autres équipes qualifiées se retrouvent dans les pots 2 et 3. Selon les informations, 2 critères ont permis à la CAF de constituer ces différents chapeaux, notamment la position des équipes au dernier classement de la Fédération internationale de football, association FIFA. La cérémonie de tirage au sort va se dérouler le vendredi 12 avril prochain en Égypte. Pour le jeu concours Génie en sport, les complexes scolaires Le Bon Berger et Lucie Véronne vont s'opposer en finale de la première édition de cette compétition cérébro-ludique samedi prochain. Suivant la proclamation des résultats et le point de la présidente du comité d'organisation, Romance Rumpati. Donc pour la première rencontre, nous avons eu l'affiche Bon Berger, La Tendresse. Bon Berger a remporté 143 à 120. Nous avons eu Lucie Véronne qui a affronté La Tendresse. Le verdict, c'est Lucie Véronne 113, La Tendresse 105. Ensuite, la dernière rencontre à laquelle on vient d'assister, nous avons eu Bon Berger qui a disputé la rencontre avec Lucie Véronne. Et c'est Lucie Véronne qui s'est imposée. Les meilleurs, dans l'ordre, je présente comme suit. Nous avons au troisième, Tendresse, qui a totalisé 225 points, que je vous prie. À la deuxième position, l'écart n'est pas aussi grand. Nous avons le collège Lucie Véronne, qui a totalisé 226 points, juste un point d'écart entre Lucie Véronne et puis La Tendresse. Appréciez les... Le gagnant, mais qui termine premier pour cette manche que nous allons retrouver la semaine prochaine à la finale. Il s'agit bel et bien du collège Bon Berger qui a... Nous avons eu, disons, 3 sortes de questions. Il y avait les questions standards, c'est-à-dire on pose la question, il suffit juste de donner une réponse. Il y avait aussi des questions, il fallait deviner en fait soit la discipline, soit le nom, soit une institution, mais en partant parfois des images, parfois juste de ce qu'on appelle généralement charades. Donc on a fait des charades, on a fait des devinettes grâce à des images. Donc c'était vraiment bien, je pense que les enfants ils ont beaucoup apprécié. Donc voilà un peu, c'était sur ces critères-là que les membres du jury ont essayé d'évaluer, en tenant compte bien sûr du chrono. Pour les questions standards, il fallait répondre en 10 secondes maximum. Pour les questions de décodage, c'était la première équipe qui donne la réponse qui gagne. C'était un peu ça. Nous nous réjouissons déjà que cette première édition se soit bien passée. C'est vraiment l'objectif, c'est d'amener les enfants à s'intéresser davantage au sport et à connaître déjà un peu mieux les acteurs du sport au Bénin, à savoir un peu en quoi le sport peut être bénéfique pour eux. Donc l'objectif est quand même pleinement atteint et les premières phases ont permis de retrouver et de sélectionner 2 équipes qui vont revenir en finale le samedi prochain, je veux dire le samedi 30 mars. Donc on espère qu'il y aura beaucoup plus de monde. Vous n'avez pas besoin d'être à Kwakwa pour venir, hein. Donc tous ceux qui vont nous écouter, on les invite à être là. Ce sera au collège Bon Berger d'Akwakwa.
Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition entièrement préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de rester fidèles à ESAE TV.